grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. À quand la désescalade au centre et au nord du pays, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Plus de 120 civils tués en l'espace de 3 mois de la région de Bandiagara au centre du pays. Ces chiffres non encore officiels ont été communiqués par la synergie des associations et mouvements de jeunes du pays Dogon. Ils l'ont manifesté le 27 juillet 2024 au cours d'un point de presse. Au même moment, des affrontements meurtriers ont eu lieu à Tinzawaten, au nord du pays, entre l'armée et des groupes armés. Comment stabiliser ces parties du territoire? Les opérations des forces armées maliennes pourront-elles être la solution? Quelle place faut-il réserver au dialogue communautaire dans ces endroits? Nous en parlons dans ce grand dialogue avec nos invités. Zoubeirou Oumarou Diallo, magistrat, secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, qui sera au téléphone. Docteur Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Docteur Hamadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La synergie des associations et mouvements de jeunes du pays Dogon est montée au créneau la semaine dernière face à la spirale de violence dans le centre. Adamou Amadou Haïdara nous en dit plus dans ce reportage. Dans une déclaration faite par la synergie des associations et mouvements des jeunes du pays Dogon, il ressort que depuis 7 mois, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée dans la localité. Le document de 2 pages fait un bilan de près de 120 morts du 25 mai au 27 juillet 2024 suite à des attaques perpétrées dans différents villages de la région de Badiangara. La synergie déplore également la situation humanitaire des déplacés internes et des réfugiés burkinabés dans la région. Pour faire face à la situation, le groupement demande un renforcement du maillage militaire qui puisse assurer des patrouilles régulières pour la sécurité de la population. Il propose également aux autorités l'intégration des groupes d'autodéfense dans la gestion de la sécurité du pays Dogon. Par ailleurs, la synergie rejette toute idée faisant allusion à un conflit entre communautés dans la zone. Dans la même foulée à Massina, dans la région de Ségou, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village de Komara dimanche 28 juillet 2024. Selon des sources locales, ils ont fait signer aux habitants un pacte de soumission. Zoubeirou Oumarou Diallo, vous êtes magistrat, secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous venez d'écouter ce reportage. Comment comprendre la persistance de l'insécurité au centre du pays? Allô, salam alaikum. Oui, c'est-à-dire que nous sommes dans un phénomène, comme vous le savez, où c'est toujours difficile quand l'insécurité s'installe. Il faut un bon bout de temps pour que on puisse se retrouver dans une situation de sécurité parfaite. Donc, on est toujours dans ces cadres-là où, pendant longtemps, il y a l'insécurité qui s'est installée dans ces zones-là. Et donc, c'est très, très difficile pour l'instant. Et donc, pour créer cette sécurité, il faut un maillage total du territoire national. Donc, voilà, en bref, la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que l'on dit, il est plus facile de faire la guerre que de construire la paix. Voilà, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui fait que le centre, déjà, c'était une zone potentielle de conflit par rapport au reste du pays, parce que ici, les conflits qui sont liés à la terre sont des conflits très anciens. Et donc, aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué. Donc, sinon, il y a des avancées significatives. C'est ce que je constate. Donc, voilà. L'insécurité demeure toujours dans le centre, alors qu'on sait que ces communautés ont signé des pactes de non-agression avec des groupes terroristes. Pourquoi cela continue? Vous savez que le pacte de non-agression, c'est ce que j'ai dit, c'est des pactes locaux. Et généralement, les groupes terroristes, ce ne sont pas des groupes qui tiennent leurs parents. Voilà. Et ces pactes ont été signés par les populations à contre-cœur, mais ils avaient devant eux des acteurs qui sont, comment on appelle, des acteurs qui sont
qui sont des acteurs très hybrides et qui ne tiennent pas parole. Donc, les pactes qu'ils signent avec les populations, c'est juste une façon de faire endormir les populations. Les groupes terroristes sont sans foi ni loi, donc ils ne tiennent pas compte ils ne voient que leur intérêt, et l'intérêt des populations, ce n'est pas leur problème. Le plus souvent, c'est des façons d'amener les populations à adhérer à leur cause, et quand les populations sont adhérées à leur cause, après, ils passent à outre, quoi. C'est ça la réalité. Et donc, voilà, on se retrouve dans des situations où les populations, ils sont en quête comment dirais-je, de paix, de sécurité. Et ils sont dans une situation d'inconfort où ils sont obligés de signer ces pactes, mais devant eux, ils ont des gens en réalité qui ne tiennent pas part. Et puis, nous avons des acteurs, une multitude d'acteurs. Le plus souvent, on signe avec un groupe, alors que d'autres groupes sont là et qui ne sont pas d'accord. Et donc, il y a des groupes rivaux qui ne tiennent pas compte de ces pactes qui sont signés de façon locale. D'accord. Merci. D'accord. Docteur Ahmadou Touré, on sait que la région de Bandiagara fait face à une insécurité grandissante, notamment dans le cercle de Bankas. Sait-on si ces communautés du cercle de Bankas ont signé des accords de non-agression comme celle de Koro qui enregistre moins d'attaques? Oui, notamment, il y a cette question qu'on peut se poser, mais comme le Mali, avec la dynamique sous la transition actuelle, c'est qu'il y a une politique de reconquête territoriale et l'extension de l'autorité de l'État. Donc le terrorisme de façon générale au Mali s'est imposé à travers la guerre asymétrique, c'est-à-dire faire peur à la population, attaquer l'armée, toucher les points faibles du dispositif sécuritaire et mettre une grande pression sur la population pour atteindre les autorités. Donc concernant les localités où il y a moins de pression, on peut sous-entendre qu'il y a soit des démarches qui ont été entreprises pour calmer la situation, mais rien à dire qu'ils ont signé un pacte. Parce que les groupes radicaux, même s'ils signent les pactes, comme je t'ai dit, c'est des acteurs hybrides. Donc on peut signer avec un groupe, du jour au lendemain, un autre groupe peut prendre naissance. Donc pour dire que la situation calme qui prévaut dans cette localité, et par contre la situation sous tension qui existe dans d'autres localités, pourrait s'expliquer par ce qu'on appelle le phénomène de la guerre asymétrique pour mettre la pression sur les autorités. Et pensant que le Mali, il n'y a pas de guerre directe. C'est-à-dire depuis un certain moment, avec les événements de 2012, avec la reprise de certaines localités, avec la restitution des camps de l'aménagement, nous assistons de plus en plus à des embuscades ou à des guerres asymétriques sous forme de pression. C'est-à-dire des endroits où on n'imagine pas, on vient, on attaque, on tue, on en enlève, on brûle les cases, on brûle les vivres. C'est pour mettre une forme de pression, moi à mon avis, notamment sur le gouvernement. Et notamment la population va dire quand est-ce qu'il y aura la paix, quand est-ce qu'il y aura la stabilité, mais pas aujourd'hui ni demain. Donc c'est-à-dire la guerre asymétrique, pour lutter contre cette guerre, c'est une guerre de longue haleine. Et aussi au niveau des actions humanitaires qui peuvent suivre, notamment le cas spécifique du Mali, il faudrait noter que l'action militaire ne suffise plus. Il faudrait que l'action militaire soit suivie par des actions civilo-militaires. Au même moment que la partie où les territoires sont conquis, il faudrait que l'État suive avec l'extension de l'autorité de l'État, avec la présence soit du préfet, avec la fourniture des services sociaux de base. Diallo disait tout à l'heure que les groupes terroristes ne tiennent pas à leur parole donnée. Est-ce le cas quand on regarde à l'espace de 3 mois, qui est plus de 120 morts selon les habitants de cette localité? Oui, et généralement les djihadistes, parce que les groupes radicaux de façon générale ne tiennent pas parole parce qu'il est difficile de les identifier. Et comme c'est dit le cas spécifique du Nord, il y a une multitude d'acteurs. On peut signer avec un groupe, mais l'autre groupe n'est pas d'accord. Donc c'est pour dire qu'au moment où on signe des accords, d'autres sont là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je donne l'exemple, lors de la fermeture des écoles au nord, il y a eu des accords pour l'ouverture avec Houka, et qui s'est beaucoup battu avec les autorités régionales de Tombouctou. Mais juste après la signature de cet accord, certains groupes radicaux, notamment ceux de la Katiba du Massina, ont dit non. Donc c'est pour dire que les groupes radicaux ne fonctionnent qu'en fonction des intérêts et en fonction de la situation. Je donne un exemple. Si tout de suite avec les patrouilles mixtes de l'État malien, avec l'AS, la force conjointe, fassent des patrouilles dans des zones, ça peut faire une forme de pression
pour les groupes djihadistes pour dire que comme l'État nous a attaqués, nous aussi nous allons attaquer les populations. Donc de façon générale, les groupes radicaux ne tiennent pas leurs promesses, ne tiennent pas leurs paroles parce qu'ils agissent en fonction du moment. Et ils sont vraiment hybrides, on ne peut pas les identifier. Et ils sont volatiles de façon générale. Vous avez entendu dans ce papier de Adama Amadou Haïdara que des hommes armés ont fait signer des habitants de Komara dans le cercle de Massina un pacte de soumission. Que valent selon vous ces accords de paix signés entre communautés? Bon, ces accords pour moi, ça ne rentre pas dans le cadre d'une autorité légale. Parce que dans un État, l'État, c'est la première responsabilité de la sécurité, et revient à l'État. Donc pour les besoins du moment, les populations peuvent signer des accords, mais c'est des accords temporaires qui, moi, ne peuvent pas remplacer normalement le rôle que devait jouer l'État. Donc c'est des accords locaux, mais qui n'ont pas pour mission de sauvegarder la stabilité et la paix de la localité. C'est des accords très temporaires. D'accord. Nous attendons Dr Jean-François-Marie Camara qui disait qu'il sera là avant le début de cette émission dans 3 minutes. Nous l'attendons encore. J'espère qu'il sera là d'un moment à l'autre. Diallo, vous avez écouté ce reportage. À la fin de ce reportage, on parle de plus de 100, notamment des habitants qui ont été obligés de signer un accord, un pacte de soumission à des groupes terroristes à Komara dans le cercle de Massina. Que valent selon vous ces accords de paix? Merci bien. Comme l'a dit mon frère Touré, il faut considérer que ces accords signés par les groupes extrémistes sont des accords d'intérêt. Il ne signe que les accords locaux sont des accords d'intérêt qu'ils signent avec les populations. Toutes les fois où ils signent ces accords, c'est dans leur intérêt propre. Et vous allez savoir, comme M. Touré l'avait dit, l'objectif des groupes terroristes, c'est qui? C'est quoi? Il s'agit d'imposer par la terreur ce que eux, leur dictat. Leur but, c'est la terreur, c'est d'effrayer les populations. Et cette terreur a un objectif, c'est d'aliéner la volonté des gens, des populations, de pouvoir agir. Parce que quand vous avez peur jusqu'à un certain niveau, votre volonté est aliénée. C'est ça, le terrorisme. Le terrorisme, c'est le règne de la terreur. Et donc, tout ce qu'ils font par ces accords-là vise encore à renforcer. Parce que quand vous amenez la population à un certain degré de terreur, parce que quand vous voyez leur mode opératoire, c'est quoi? Comme Touré l'a dit, c'est pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. D'abord, ensuite, c'est de s'attaquer aux autorités locales, aux chefs coutumiers, aux chefs religieux, parce que nous, dans nos terroirs, les gens, leur dernier recours, c'est quoi? C'est le chef religieux, c'est le chef coutumier, ensuite c'est l'armée. Le but, c'est de démystifier ces autorités-là et de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité qui sont les derniers recours des populations pour leur dire, voilà, ceux qui vous défendent, ceux sur lesquels vous comptez, n'ont aucun pouvoir. Et donc, de vous protéger. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite? La terreur s'installe dans l'esprit des populations. Quand cette terreur s'installe, ça aliène votre volonté d'agir. Et donc là, vous êtes prêts à céder à tout ce qui. Et vous allez voir que les accords locaux sont signés, comme Touré l'a dit, avec des groupes locaux. Et vous allez voir, aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans la coalition. Quand l'intérêt, ce n'est pas d'avoir une stabilité dans le pays, c'est de pouvoir désorganiser le pays. Et comme il l'a dit, ce n'est pas une guerre directe, c'est une guerre asymétrique, parce qu'ils savent que dans une guerre directe conventionnelle, ils ne peuvent pas tenir. Et donc, les accords locaux ne pouvaient. C'est des trucs de dernier recours des populations parce qu'ils sont désespérés, mais ces accords locaux n'apportent pas de stabilité en termes de sécurité humaine pour nos populations. Ce n'est pas possible. Et donc, d'où l'intérêt, et c'est ce que les forces de défense et de sécurité sont en train de faire, cette collaboration sérieuse entre les forces de défense et de sécurité qui va mettre les populations en confiance, qui va les libérer de cette terreur qui aliène leur volonté et qui les amène à céder à des accords locaux. Et ensuite, il faut ce quadrillage du territoire pour rester dans cette logique aujourd'hui que les autorités, les plus hautes autorités sont de réduire les espaces pour ces forces
autres qui insistent pour leur permettre d'opérer. Et vous allez voir toutes les fois où l'intérêt c'est de maintenir les autorités dans une situation, ils vont faire des coalitions. Mais toutes les fois où c'est des intérêts particuliers, ils vont essayer de signer avec les populations. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans la zone des Zawatan et autres, c'est une coalition. Le tout se retrouve quand leur objectif est de déstabiliser le pays. Ils font taire leur antagonisme parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont opposés, ils se font la guerre. Mais quand il s'agit de faire tomber ou bien de faire vaciller l'État, ils s'unissent. D'où l'intérêt, et ce que j'ai suivi avec mon frère Touré, que les forces de défense et de sécurité puissent bénéficier de la collaboration de l'ensemble des citoyens du pays pour faire front. Les accords locaux et des trucs temporaires, ça n'apporte pas la sécurité et ce n'est même pas dans leur objectif. Il s'agit de faire endormir les gens par ces accords, c'est tout. En août 2023, les forces vives de Bandiagara ont initié des opérations ville morte pour protester contre l'insécurité. Les autorités les avaient rassurés de trouver une solution. Pourquoi, selon vous, les attaques continuent dans la zone? Et oui, moi je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous allez voir la majorité des attaques qui se passent aujourd'hui, que ce soit au sud, que ce soit au centre et que ce soit vers le nord, c'est des attaques de désespoir. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous déployez, tant qu'il y a des poches qui permettent à ces gens-là de mouvoir, il y aura toujours, c'est-à-dire l'illusion du fait qu'on sera dans un système, c'est-à-dire à court terme, où il n'y aura pas du tout d'attaque, il n'y aura pas du tout d'insécurité. Il faut que les gens se départissent de cette illusion. Et tant qu'aujourd'hui, le quadrillage du terrain n'est pas permanent, tant que l'administration, tant l'administration judiciaire, sécuritaire, toutes les formes d'administration ne soient pas déployées sur le terrain, il y aura toujours des portails. Et puis, il faut comprendre aussi que sous ce couvert de terrorisme, il y a aussi le tenant de l'insécurité générale. Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle une concordance. Parce qu'à côté de l'extrémisme et du terrorisme, nous avons la criminalité organisée qui est là. Et il y a des gens qui vont toujours profiter sous couvert des acteurs, des groupes armés terroristes pour mener leurs attaques. Et qui sont des attaques, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est des infractions de droit commun, c'est du grand banditisme aussi. Et donc, quand on soit dans une situation où il n'y aura pas du tout d'attaque, et dire que pour l'instant, je crois que les populations, tout le monde doit redoubler d'ardeur et il faut s'armer de patience, ça va venir. Le travail est en train de se faire sur le terrain. Les populations ne doivent pas se dire parce que l'État a pris des engagements et que ceci est fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'attaque. Il y aura toujours quelques attaques. Petit à petit, ça va continuer comme ça. Et puis, un jour, je crois que nous allons aboutir à ce qu'on appelle une sécurité permanente. On a fait quand même une douzaine d'années dans cette situation. Et je crois qu'il faut reconnaître que des efforts immenses sont en train d'être faits. Et il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut de la patience pendant que des populations continuent à subir des attaques terroristes, notamment dans le centre du pays, où les autorités ont donné quand même des assurances à ces populations. Malgré ces assurances, les populations continuent à subir. Doivent-elles continuer à subir et attendre à ce que, comme on appelle, cette sécurité puisse venir sans l'implication réelle des autorités? Non, c'est-à-dire en toute circonstance que les autorités donnent, à mon avis, leur assurance qu'ils vont prendre à bras le corps la situation d'insécurité que nous avons. Mais c'est le devoir de l'État de rassurer sa population et de faire en sorte que ces attaques diminuent. Les efforts sont en train de faire ce que je voulais dire, mais le quadrillage total, ça prend du temps encore parce que l'étendue du territoire est vaste. Et il faut, comme je l'ai dit, la participation de l'ensemble des populations. Et pourquoi vous allez voir que nous sommes en train d'aller vers une phase où, avec les communautés, l'accord des communautés, avec leur sensibilisation, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les communautés au niveau communautaire, les comités d'alerte précoce, qui permettent à ce que les populations eux-mêmes participent et que les populations puissent être sensibilisées et que les outils d'alerte précoce soient mis à la disposition de ces populations pour qu'au
au moindre fait de détecter des signes, ils puissent informer les autorités. Ça, c'est très, très important. Cette collaboration que Touré a dit, avait soulevé, entre les forces de défense, de sécurité et les populations, c'est très important pour qu'on arrive à déployer un système sécuritaire qui fait que, même s'il y a des attaques, que ces attaques puissent être minimisées, que l'on aille vers une sécurité totale. Mais je vous dis, ça va prendre du temps et c'est ça l'objectif de ces groupes pas de autodéfense, le comité d'alerte que nous sommes en train de mettre en place progressivement avec les communautés dans toutes ces zones-là, Inch'Allah. D'accord. Depuis 2023, les populations du centre continuent de subir des attaques terroristes malgré les assurances des autorités. Est-ce que ces populations doivent continuer à croire encore aux assurances des autorités? Tout à fait, parce que, comme on l'a toujours souligné, depuis les époques antiques, qui veut la paix prépare la guerre. Parce que l'escalade de la violence et des troubles qui existent chez nous fait de nous des assaffés de paix. Et pour rejoindre un peu la situation de Nelson Mandela, qui veut encore la paix, développe ou met en place une armée forte. Donc, en partant de ça, au Mali, nous avons vu depuis quelques années des séries de réformes du secteur de la sécurité avec des lois d'orientation militaire. Et si on a suivi un peu la logique des autorités sous la transition actuelle, un premier temps, ils étaient là pour appliquer l'accord. Ils n'ont rien dit, le temps de se préparer, de se réarmer et de lancer la reconquête territoriale. Donc, dès qu'on lance cette reconquête territoriale, forcément, il y aura des résistants. Donc, les résistances peuvent être situées comme ce qui se passe actuellement. Donc, d'où le terrorisme. Donc, il n'y a pas un État aussi puissant qui puisse exister et qui peut faire face au terrorisme en un instant, surtout le cas du Mali. Donc nous, actuellement, qu'est-ce qui se passe au Mali? La logique est qu'il faudrait une reconquête territoriale d'abord. Reconquérir le territoire, puis en ce moment le pacifier. Donc nous sommes à l'étape de reconquête territoriale. Donc les populations, qu'ils subissent ou pas des attaques dans leurs propositions, nous on peut juste leur dire qu'en tant que parti, il faut accepter la résilience. Donc c'est-à-dire qu'il faut souvent que les populations comprennent qu'il y a ce qu'on appelle la guerre asymétrique qui peut ou pourrait désorganiser nos forces armées. Je donne un exemple. Au même moment, le même jour, il y a 4 ou 6 attaques. Donc ce n'est pas facile pour nos armées. Donc d'où moi je salue l'idée de la force conjointe avec l'AES, le Niger et le Burkina, qui en cas d'attaque terroriste peuvent s'entraider. Donc, partant de cette force conjointe, elle a été mise en place en mars 2024. Donc, qui est toujours active, qui nous a permis et qui a permis à l'armée malienne d'être... Nous allons en parler pour le deuxième point. Mais resterons toujours au centre du pays. Les groupes d'autodéfense de la zone ont-ils montré leurs limites? Oui, moi je ne suis pas pour les groupes d'autodéfense. Parce qu'en réalité, les groupes d'autodéfense, c'est des occasions pour la prolifération des armes. J'ai toujours dit que c'est à l'État qui revient la première responsabilité de l'utilisation de la force. Donc c'est à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. C'est à l'État, mais nous avons vu que notre État est en reconstruction. Donc on a eu suffisamment de temps pour que l'État puisse, l'armée malienne, avec les séries de réformes, avec les lois d'orientation militaire, de se réarmer et de s'équiper. Et je suis heureux aussi de vous dire que l'autre jour, le ministre de la Défense avait dit qu'on a la capacité au Mali désormais de fabriquer des cartouches. S'il dit ça, c'est-à-dire qu'on a la capacité aussi au Mali de faire beaucoup de choses en termes militaires. Mais le temps, il faudrait du temps. 5, 10 ans, 3 ans, parce que ce n'est pas facile. Et je vous dis toujours que la guerre asymétrique n'est pas facile à combattre. Le Mali est vaste. Donc c'est pour dire qu'au même moment, on ne peut pas faire face à des attaques, ou au moment où il y a des attaques, il y a des tempêtes de sable, il y a souvent des embuscades, il y a souvent des forces extérieures qui peuvent intervenir. Même ce qui se passe au centre, moi, à mon avis, c'est juste temporaire. Et cette situation est surmontable. Docteur Jean-François Camara, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Nous parlons de la situation sécuritaire au centre du pays. Quel peut être l'apport des communautés du centre dans le rétablissement de la sécurité dans cette région? Merci. Avant toute chose, je tiens d'abord à présenter toutes mes excuses pour ce léger retard. Et je présente toutes mes condoléances aux familles dont les uns et les autres sont tombés dans le champ de bataille qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, je remercie aussi mon camarade, mon collègue de l'université. On a partagé beaucoup de rencontres au sein de notre université qui est
l'Université des sciences juridiques, particulièrement à la FSAP. Alors, par rapport à votre question posée, je pense qu'aujourd'hui, les attaques sont aujourd'hui devenues comme le quotidien des Maliens, surtout ceux qui sont au centre et au nord du Mali. Alors, je voudrais poser 2 ou 3 questions par rapport à cette question. Est-ce qu'on devrait continuer faire la guerre, ou est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire la guerre? Je réponds par la positive, parce qu'on doit faire cette guerre. On doit chercher tous les moyens pour pouvoir faire face à ce qui nous attaque. On doit faire cette guerre. Pourquoi vous posez cette question? Je pose la question de savoir que, parce que cette question se trouve là, sur les lèvres de certains de nos concitoyens qui se posent la question que nous n'avons pas le moyen de faire la guerre. Moi, je dirais que nous avons les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement avoir des hommes, mais nous pouvons trouver des partenaires. Et on a l'habitude de dire, des grands auteurs comme Carlo Zuno a dit que la sécurité, elle est culturelle. Il faut que nous enseignions dans nos écoles, depuis à la base, quel que soit le structure où se trouvent les Maliens, de leur dire qu'aucun Malien n'a le droit de prendre les armes contre son État. Donc, que la personne humaine est sacrée. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de nouvelles stratégies qui s'inscrivent dans cette dynamique, qui peuvent permettre aux citoyens maliens vraiment de comprendre, que nous sommes une république et nous avons choisi de vivre dans cet État-nation, c'est de choisir, même s'il y a des différentes cultures, différentes ethniques entre nous, mais nous avons choisi de vivre ensemble, de vouloir vivre ensemble dans le sens de Renan. Je pense que ces différentes attaques s'inscrivent dans cette dynamique de faire toujours peur à notre État, de dire que voilà, nous ne voulons pas la présence de l'État du Mali. Or, nous sommes un État, l'État a le droit, du point de vue droit international, de s'installer. Quelle partie du Mali doit être occupée par l'État ou les représentants de l'État. Donc cette guerre, elle doit se faire. L'État doit mettre en place toutes sortes de dispositions, toutes sortes de stratégies pour pouvoir contrer ce qu'on appelle les différentes attaques. Donc, je dirais toujours, j'ai toujours l'habitude de dire que la réponse aussi, il faut qu'on se rappelle que la réponse n'est pas que militaire pour pouvoir gagner cette guerre-là. La réponse n'est pas que militaire, il faut d'autres stratégies, notamment des stratégies qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le développement, parce qu'il y a certains de nos concitoyens qui ont décidé de prendre des armes. Est-ce que nous avons suffisamment étudié pourquoi ils ont décidé de prendre des armes? Je ne suis pas en train de les dénoyer ou je ne suis pas en train d'essayer de les défendre. Il faut que l'État mette en place ce qu'on appelle des systèmes de gouvernance aussi plus appropriés, permettant de redistribuer de façon égalitaire entre les différentes localités du Mali. La question de la gouvernance locale, vraiment, je pense qu'elle doit être au devant des actions des gouvernants de la République du Mali par rapport à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'insécurité au centre, comment relever le défi de cette insécurité dans le centre du pays? Le défi, je dirais qu'il faut plus de stratégies cohérentes, capables de non seulement de répondre, parce que vous avez vu depuis pratiquement 10 ans que nous nous trouvons dans la même situation. Tout le temps, on nous parle des attaques de camps, on nous parle des embuscades. Je pense qu'il faudrait que nous posons la question, les bonnes questions, surtout les autorités. L'état-major du Mali se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de mettre fin à ces différentes attaques? Je pense que la question de l'AES a été soulevée par mon collègue et elle est extrêmement importante. L'AES devrait être créée depuis presque 10 ans. Mais si l'on fait, comme on a l'habitude de dire, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc je pense qu'avec ces 3 États-là, ils peuvent conjuguer leurs efforts parce que les 3 États ont en commun les mêmes défis à relever, notamment les défis sécuritaires, les défis de développement, les défis diplomatiques. Donc d'ailleurs, ces 3 phénomènes-là sont les piliers même de cette organisation sous-régionale qui est l'AES. Donc comment lutter contre le phénomène terroriste? Je pense qu'il faut plus d'engagement, il faut des nouvelles stratégies beaucoup plus offensives et plus cohérence, adaptable à notre réalité sociétale pour faire face à l'extrémisme violent. Comme on a dit, c'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique, donc on ne sait pas d'où vient l'ennemi, mais on doit davantage mettre en place des stratégies vraiment capables d'impliquer tout le monde, tous les citoyens, quelle que soit
votre catégorie ou quel que soit vous trouvez. Même si vous êtes des citoyens qui se trouvent à Bamako, n'importe qui doit s'impliquer, essayer de donner, si vous avez de bonnes informations, de rapprocher les autorités pour leur donner ces bonnes informations. Zoubairou Diallo, comment renforcer la cohabitation pacifique, le vivre ensemble dans la région de Bandiagara? Donc, moi je pense que merci beaucoup et bienvenue à notre frère qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. Je crois que, comme l'a dit le frère, il faut vraiment que les populations puissent dialoguer. Il faut que les populations puissent dialoguer. Il faut créer un cadre d'échange entre les différentes composantes les différentes composantes des populations dans ces zones-là. Parce qu'il s'agit de populations qui ont vécu des siècles et des siècles ensemble. Et que ce phénomène a effrité leurs liens qui les unissent. Donc il faut établir un cadre de dialogue dans lequel les populations puissent vraiment échanger, avoir des créneaux pour pouvoir reconstituer et comprendre que l'objectif des groupes terroristes, c'est toujours de les diviser. Et il faut que l'État puisse accompagner les populations. Et aussi, il faut que du côté étatique, l'on puisse encore intensifier les opérations pour affaiblir les groupes terroristes. Parce que c'est l'influence de ces groupes terroristes qui fait que les populations se regardent en chien de défaillance. Comme l'a dit notre frère qui nous a rejoint, il faut que les populations se donnent la main. Ce n'est que par le dialogue entre les différentes composantes des populations dans cette zone-là que nous puissions ramener la confiance entre ces populations. Et donc, je crois que c'est le plus important. Et pour cela, il faut l'implication non seulement des leaders religieux, il faut l'implication des leaders communautaires et il faut l'implication des autorités locales aussi. Et de toutes les composantes de la société civile, que ce soit des organisations des femmes, des organisations des jeunes, et il faut aller vers la responsabilité de chaque partie prenante dans ce conflit-là. D'accord. Vous avez la parole et vous gardez la parole. Les forces armées maliennes ont subi une attaque de terroristes selon l'état-major faisant plusieurs morts dans leur rang. Comment expliquez-vous ce premier revers de l'armée depuis la prise de Kidal? Donc, moi, je vois qu'il ne fait doute dans l'esprit des personnes que depuis 2023, nos forces de défense et de sécurité ont pris à bras le corps et ils ont commencé à se réorganiser. Et aujourd'hui, par rapport à la situation antérieure, il faut reconnaître que l'armée malienne est une armée pleinement opérationnelle. Et aujourd'hui, les signes, même les premiers signes de ces réserves, si on peut parler de réserves, parce qu'il faut reconnaître que, comme l'a dit M. Touré, on est dans une guerre asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, il faut tenir compte de l'ensemble des conditions. Il faut tenir compte du terrain, il faut tenir compte des acteurs. Et parmi ces acteurs sur le terrain, il faut tenir compte des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Et aujourd'hui, dans ce que nous avons subi dans le cadre des opérations qui se passent dans la zone de Tinzaouaten, il n'est qu'un doute pour personne qu'il y a des éléments exogènes qui ont beaucoup influencé sur ce qui se passe sur le terrain. Et quand je parle de facteurs de terrain, il y a les facteurs climatiques. Et cette zone, nous sommes dans une période d'hivernage. Quelles que soient les mesures qui sont prises par les forces de défense et de sécurité, il faut tenir compte de l'environnement. Et à côté de cet environnement, vous avez vu des acteurs qui sont sortis de certains pays. Ouais, on va en parler tout de suite, mais en quoi d'abord la zone de Tinzaouaten est si importante de la stabilisation du Nord? Il faut reconnaître que la zone de Tinzaouaten, c'est pratiquement la frontière. Quand vous parlez de Tinzaouaten, vous avez Tinzaouaten en Algérie, vous avez Tinzaouaten du côté du Mali. Et aujourd'hui, c'est la seule zone qui est restée une zone pratiquement de non-droit. Et donc, c'est une priorité pour les forces de défense et de sécurité, pour les hautes autorités du Mali, comme on l'a toujours affirmé, de maintenir la souveraineté de notre État sur l'ensemble de son territoire. Et cette zone, du fait que c'est une zone de non-droit, c'est une zone dans laquelle se retrouvent tous les acteurs du réseau criminel mondial. Et donc, c'est une priorité pour les hautes autorités de ce pays de sécuriser cette zone pour permettre à nos populations, c'est la zone qui fait frontière avec l'Algérie. Et c'est une zone qui n'est pas
de champs libyens tout près de chez nous. Et donc, c'est une zone dont la sécurité est primordiale si nous voulons empêcher la circulation des armes et la circulation de la drogue et de tout ce qui fait comment dirais-je, des crimes dans cette zone-là. Tant qu'on n'arrive pas à contrôler cette zone, nous aurons toujours des difficultés, et il y aura toujours des infiltrations, il y aura toujours... Et donc, c'est ce qui a motivé que les hautes autorités ont décidé de sécuriser cette zone-là. D'accord. Parlant de l'infiltration, docteur Touré, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a avoué être impliqué dans l'attaque perpétrée contre les femmes de la zone de Tinzaouaten. Faut-il y croire? Bon, on peut dire géographiquement non, parce que, comme je l'ai dit, la zone Mali, actuellement, il n'y a que les satellites russes ou des informations que les gens peuvent avoir à partir des pays voisins. Donc, c'est-à-dire que l'Ukraine, techniquement, n'a pas les capacités d'avoir des informations. Mais l'Ukraine peut utiliser les pays voisins, comme dans d'autres pays où ils sont là pour recruter des mercenaires pour les envoyer soit en Ukraine, soit contre les partenaires russes. Mais avant d'entrer dans ce sujet, il est bon de rappeler, de réciter l'histoire. Donc, pour votre information, il y avait le GNIM qui avait revendiqué l'embuscade contre les forces maliennes et ses partenaires à Tinzaouaten. Donc, le GNIM, dans son message, a fustigé le communiqué du CSPD qui s'est approprié l'attaque parce qu'ils disent que le CSPD n'a pas pris en compte leurs sacrifices. En l'occurrence, le porte-parole du CSPD. Donc, point 2, ce n'est pas l'armée malienne, c'est plutôt une patrouille de l'armée malienne avec ses partenaires, une patrouille avancée. Donc, les conditions climatiques, il y avait non seulement les vents de tempête, non seulement la patrouille avait résisté à l'attaque, une première attaque, mais la patrouille était tombée dans l'embuscade avec les vents de tempête qui, forcément, n'ont pas permis aux vecteurs aériens de pouvoir être dans la zone. Donc, c'est pour dire que notre guerre, ce n'est pas une guerre pas une guerre directe, mais c'est une guerre asymétrique. D'accord. Vous avez réfuté quand même l'implication de l'Ukraine. Pourtant, l'armée, dans son communiqué, parle de la présence, parle de l'implication étrangère dans oui, dans j'ai ce dit, combat. En termes, l'Ukraine, l'ambassadeur dit, ils ont donné des renseignements, ils ont appuyé les CSPD. Ce n'est pas les CSPD qui attaquent, c'est plutôt le GNIM. Donc, dans cette histoire où, moi, c'est pas parce que l'Ukraine ne peut pas, mais l'Ukraine, en termes de capacités géographiques, n'est pas directement liée avec le Mali. C'est plutôt des pays voisins. Et vu la gravité qu'un ambassadeur qui a non seulement un devoir de réserve et de neutralité puisse faire de telles déclarations dans un pays ami. Et vu aussi la timidité de la réaction du gouvernement sénégalais, s'il ne fallait pas que la société civile n'avait pas intervenu, ce qui aura la réaction du gouvernement sénégalais. Donc nous saluons aussi la réaction du Mali professionnellement à la déclaration de l'ambassadeur. Mais la déclaration de l'ambassadeur peut se situer dans ce qu'on appelle cette guerre géostratégique, géopolitique entre l'Ukraine et la Russie qu'on veut déplacer vers le Sahel. Et avec la déclaration du gouvernement malien hier soir et la réponse donnée par le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, le Mali est désormais dans cette guerre géostratégique. Même si on n'est pas en Ukraine, on est déjà dans cette guerre. D'accord. Docteur, comment comprendre l'implication étrangère auprès de groupes terroristes dans cette lutte au Mali? Contrairement à mon collègue, moi je crois au communiqué de l'État de l'Ukraine qu'ils ont participé à cette embuscade qui s'est déroulée la semaine dernière, parce que je pense que déjà nous sommes au courant que depuis presque 2 ans maintenant qu'il y a une guerre fortement ouverte entre l'Ukraine et la Russie. Donc l'Ukraine va tout mettre en œuvre pour pouvoir traquer ce qu'on appelle les intérêts russes. S'ils n'ont pas la capacité d'atteindre le territoire russe, donc ils vont essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent atteindre la Russie. Donc je pense que vu le partenariat entre le Mali et la Russie, ils peuvent tout à fait essayer vraiment de mettre en mal les intérêts russes sur le territoire malien. Je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qu'on appelle le communiqué de l'État ukrainien par rapport à leur implication dans cette embuscade la semaine dernière. Moi, je prends au sérieux. Je pense que c'est réel et c'est possible qu'ils ont participé, parce qu'on a vu qu'ils ont dit dans les différentes informations, nous avons vu qu'il y a des drones qui ont participé à cette attaque. Donc je pense que ces drones-là et le climat dans lequel s'était déroulé ce combat-là, le groupe armé qui ont attaqué l'État du Mali n'a pas la capacité technologique de pouvoir mesurer que ce jour-là, il y aurait ce qu'on appelle la tempête
pouvant permettre à ces groupes-là de pouvoir, comme on appelle, mettre en mal l'armée malienne. Je pense qu'ils ont été soutenus par des États aussi plus puissants du point de vue technologique qui ont aidé ces groupes-là. Je pense que l'Ukraine peut faire partie de ceux qui ont aidé ces groupes armés pour pouvoir attaquer nos forces de l'ordre. Avec cette nouvelle donne, y a-t-il encore de la place pour le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés? Oui, mais je vous dis, comme on le dit, techniquement, il y a des façons de mettre fin au conflit. Soit vous anéantissez votre adversaire, ou vous vous retrouvez autour d'une table pour essayer de discuter les perspectives de paix. Donc nous avons les deux sur la table. Soit nous mettons en place nos forces pour pouvoir anéantir les forces du mal qui sont les groupes arigos ou les terroristes, ou on peut ouvrir des dialogues à certains Maliens qui décident vraiment de déposer des armes pour venir à la table de négociation. Tout cela qu'on appelle est possible de négocier encore ces groupes armés. Je pense toujours que le dialogue doit être l'un des éléments moteurs pour pouvoir mettre fin à ce conflit-là, parce qu'il y a certains de nos consultants qui peuvent revenir à la raison, qui peuvent décider vraiment de dialoguer avec l'État du Mali. Je pense que s'ils décident de dialoguer avec l'État du Mali, donc il faudrait dialoguer avec eux, mais essayer de voir de ne pas tomber dans les anciens pièges. Donc comme notamment l'affirmation du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, qui avait affirmé le 31 juillet dernier que le règlement du conflit au Mali ne saurait être militaire mais uniquement politique. Non, je pense qu'il y a la question militaire aussi. Je pense que c'est le deux. La réponse doit être militaire, mais elle ne peut pas être militaire. Ce que j'avais dit en entame de mes propos, qu'il faut voir d'autres mécanismes, notamment le dialogue. Maintenant, essayer de voir qu'il faut dialoguer avec qui, il faut identifier et sur quelle base. Par exemple, on a vu dans le passé, depuis les années 80, on parle d'accords de Tamarasek qui n'ont pas été concluants à mon sens. On nous a vendu encore l'accord du processus d'Alger aussi qui n'a pas été concluant à mon sens. Donc il faut revoir maintenant la méthode de dialogue et dialoguer avec qui et sur quelle base. Donc je pense que l'État doit changer de fusil d'épaule par rapport à la question de dialogue pour ne pas revenir encore sur qu'on appelle la case de départ. Donc essayer de voir de nouveaux mécanismes de dialogue et de nouvelles stratégies pour dialoguer avec qui, vraiment avec des vrais acteurs progressistes qui sont vraiment capables de déposer les armes de façon éternelle. Zoubeirou, faut-il encore croire à la sincérité de l'Algérie dans la résolution de la crise au Mali? Pas compris la question, je n'ai pas bien entendu. Faut-il encore croire à la sincérité de l'Algérie dans la résolution de la crise au Mali? Bon, moi je crois qu'il y a dans les relations internationales, il faut de la diplomatie et puis il y a des termes qui sont un peu compliqués quand même à juger, parler de sincérité ou autre. Mais je pense que pour pouvoir être à la table de dialogue quand même, il faut montrer patte blanche. Il faut se montrer à équidistance. Si on prétend être quand même comment dirais-je, un négociateur, il faut être à équidistance des parties. Et aujourd'hui, je crois que quand on parle de dialogue, comme l'a dit mon prédécesseur, il s'agit de savoir avec qui dialoguer et quel type de dialogue. Quelqu'un qui est prêt à s'allier avec le diable pour pouvoir vous combattre, comment dialoguer avec celui-ci? Donc je pense que, comme on l'a dit, la finalité de toute chose, de tout conflit, c'est autour du dialogue. Mais il faut d'abord aller sur ce principe avec sa force et amener l'autre à adhérer au dialogue. Parce que sachant qu'il n'a pas d'autre possibilité que de dialoguer. Et ensuite, au moment du dialogue, au moment du bilan, nous verrons bien qui est habilité à être conduit à la table du dialogue ou pas, en fonction de sa position maintenant ou position future, je crois. Pour être responsable du dialogue, il faut être un ami sincère. Et si demain, il s'avère que l'Algérie est un ami sincère, qui montrera qu'il ne se mettrait pas à la disposition de nos ennemis, de quelque façon que ce soit, je pas la preuve qu'ils sont avec nos ennemis, mais qu'elles ne se mettent pas à la disposition de nos ennemis ou bien pour nous combattre, je pense que... D'accord.
D'accord, malheureusement, il est 19h, nous devons rendre l'antenne à nos radios partenaires et télévisions partenaires. Merci en tout cas à nos invités. Nous parlons à quand la désescalade au centre et au nord du Mali. Nous étions avec Djoubairou Oumarou Diallo, magistrat, secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Dr Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako, et Dr Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, c'était Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.